Geoffroy Didier, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. On connaît l'affiche du second tour pour la primaire des Verts. Yannick Jadot face à Sandrine Rousseau au coude à coude. Est-ce que cela vous surprend? Je ne vais pas vous étonner en vous disant que je n'ai pas voté hier, puisque je ne suis pas écologiste. Vous auriez pu parasiter comme l'ont fait peut-être certains. Oui, mais j'ai toujours pensé qu'on n'a pas besoin d'être écologiste pour être écologique. En tout cas, c'est la preuve que la primaire est un bon système, que la primaire, contrairement à tout ce qui se dit aujourd'hui dans les médias, peut fonctionner. Pourquoi ? Parce que plus vous avez d'électeurs qui viennent choisir et donc donner de la force à un candidat, plus vous lui offrez de la légitimité et plus vous créez de l'unité ensuite autour de son camp. Alors, cette primaire, elle donne quand même la prime à une radicale, Sandrine Rousseau, son écoféminisme. Ça vous inquiète sur les Verts ou ça vous inquiète sur la société française? Les deux, ça m'inquiète un peu sur les Verts qui vont devoir faire un véritable choix de société, l'écologie de la croissance ou l'écologie de la décroissance, l'écologie gouvernementale ou l'écologie de la radicalité. Nous verrons bien ce qu'ils choisissent, mais je crains qu'effectivement les Verts soient coupés en deux. Et puis ça m'inquiète sur l'état de la société, puisque cette culture woke, cette tyrannie des minorités est, à mon avis, une très mauvaise nouvelle pour la cohésion nationale. C'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui, la cohésion nationale. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous avons un président de la République qui a certes quelques qualités, qui certes en début de quinquennat a pu réformer, mais qui, je trouve, a souvent divisé les Français, les a souvent coupés en deux, n'a pas cherché l'unité dont il est pourtant responsable en tant que chef de l'État. Et donc vous avez d'un côté un pouvoir en place qui aujourd'hui ne cherche pas véritablement la cohésion nationale et l'harmonie dont nous avons besoin, et de l'autre, vous avez des minorités, des créneaux politiques qui s'accumulent, s'additionnent et sont en train d'essayer de faire une république en capilotade. Eh bien, je crois que l'avenir et le devoir de la droite républicaine, c'est justement de créer, de ressusciter cette cohésion dont nous avons besoin. Par exemple, sur l'écologie, si Yannick Jadot était le candidat des Verts, c'est quelqu'un avec qui la droite un jour pourrait travailler, la droite qui est parfois timide sur l'écologie? Non, la droite n'est pas timide sur l'écologie. Ça, c'est une idée reçue. Lorsque je vois par exemple ce que Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, a mis en œuvre, et pas seulement dit ou annoncé, mise en œuvre pour l'écologie. Lorsque je vois par exemple que nous allons avoir 100% de bus électriques d'ici 2025 dans la région capitale, la première région d'Europe. Lorsque je vois la rénovation thermique des bâtiments que nous sommes en train de mettre en œuvre, je dis qu'il y a une droite qui peut comprendre la prise de conscience écologique et la nécessité d'une économie zéro carbone. C'est aussi ce que nous faisons au niveau européen, je le dis en tant que député au Parlement européen. Nous sommes en train d'écrire l'histoire d'une Europe zéro carbone. Alors, ça paraît aujourd'hui quelque chose de théorique, mais c'est exactement ce que nous sommes en train de faire jour après jour. Ça va prendre du temps, c'est une question de génération, mais je crois que la droite doit effectivement accompagner cette prise de conscience de la nouvelle génération en faveur de l'écologie. La primaire fonctionne, vous l'avez dit, chez les Verts. Alors, est-ce que vous pensez que les Républicains vont l'adopter? Ça se joue dans les jours qui viennent. Je le souhaite en tout cas. Avec quel type de primaire? En tant qu'adhérent à jour de cotisation des Républicains, je serai de ceux qui, samedi prochain, lors du congrès, diront, là aussi comme je l'ai dit pour les Verts il y a quelques instants, que plus nous sommes nombreux à choisir notre candidat ou notre candidate, plus nous donnons un réacteur à la fusée. Souvenez-vous de ce soir de la primaire de 2016, où François Fillon a été choisi, et je le dis d'autant plus librement que je n'avais pas moi-même voté pour François Fillon à cette primaire. Eh bien, nous pensions tous, à ce moment-là, que François Fillon deviendrait le président de la République. Qu'est-ce que je vous dis par là? Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas la primaire qui a fait la droite en 2017. C'est ce qui s'est passé après la primaire. C'est peut-être l'incapacité, malheureusement, que François Fillon a eu à sortir de la primaire et à élargir son projet. Je me souviens aussi de 2007 et de Nicolas Sarkozy, qui avait lui-même accepté un débat interne, alors qu'il était pourtant le candidat naturel de la droite, et ça lui avait donné évidemment une très grande force et une très grande légitimité. Donc vous êtes pour une primaire ouverte, comme en 2016, où il y a eu 4 millions de participants? Non, parce que depuis, j'ai pris acte d'une réalité politique. C'est la perception très partagée de beaucoup d'adhérents les Républicains, selon laquelle des sympathisants de gauche seraient venus s'inviter pour détourner la primaire de son objet. Et la politique, c'est aussi prendre acte des perceptions. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a un système semi-ouvert, exactement comme celui qui a été mis en œuvre par les Verts, c'est-à-dire un système sur inscription préalable, où vous acceptez de recevoir des emails, des informations des candidats, et où, au fond,
vous démontrez par votre inscription préalable que vous êtes un sympathisant de droite de bonne foi. On aura aussi dans les jours qui viennent les résultats d'un grand sondage commandé par les Républicains à l'IFOP. 30 000 personnes interrogées, 15 000 de droite. Est-ce qu'il faudra s'appuyer aussi sur ce sondage pour voir qui est le présidentiable attendu? Je ne crois pas parce que je crois à la vérité des urnes plutôt qu'à l'approximation des sondages. Et je crois aussi que les sondages sont une photographie à un instant T, certes, mais ne disent pas beaucoup des dynamiques. Je vous donne un exemple. Xavier Bertrand, l'un des candidats proclamés pour la droite, est candidat depuis plus d'un an. Valérie Pécresse l'est depuis quelques semaines seulement. J'observe que Valérie Pécresse a créé une dynamique et a quasiment rattrapé Xavier Bertrand dans les intentions de vote des sondages. Mais cela ne m'étonnerait pas, même si je n'ai pas de résultat à ce stade, que Xavier Bertrand soit encore un peu en tête du fait de la temporalité de sa candidature, ce qui ne veut rien dire sur ce qui se passera dans les prochaines semaines et les prochains mois. On a tous évidemment en mémoire la candidature d'Édouard Balladur, qui au départ était très favorite, puis celle de Jacques Chirac qui est remontée dans la dynamique. À l'occasion de l'organisation de cette primaire, à l'occasion du congrès de cette fin de semaine, est-ce que Valérie Pécresse doit revenir au sein des Républicains, reprendre sa carte? Je crois que ce n'est pas une question de carte d'adhésion. Valérie Pécresse n'a jamais caché que les Républicains étaient sa famille politique d'origine et qu'elle le restait. Et d'ailleurs, dès qu'il y a une manifestation des Républicains, elle s'y rend et elle échange avec les adhérents. En revanche, elle a pris son envol et je crois que c'est exactement ce qu'il faut lorsqu'on aspire à présider la France. Et je me souviens aussi que Nicolas Sarkozy, là aussi en 2007, avait dit à ses amis: j'ai besoin d'aller au-delà de mes seules amitiés, de mon seul camp. Laissez-moi partir à la rencontre des Français, quels qu'ils soient. Michel Barnier, lui aussi candidat dans cette procédure, a marqué quelques distances avec son engagement européen, quelques distances critiques. Il est pour un retour à une certaine forme de souveraineté juridique dans certains domaines. Comment interprétez-vous cette conversion? J'en prends acte. J'espère qu'elle n'est pas contradictoire avec les discours que Michel Barnier a portés jusqu'ici, mais je ne le pense pas, parce que je pense que Michel Barnier est un homme de bonne volonté qui connaît l'Europe mieux que personne et qui aujourd'hui est en train de comprendre que la France doit aussi savoir prendre ses distances quand il le faut, avec ce que, par exemple, Emmanuel Macron appelle la souveraineté européenne. Moi, je n'ai jamais cru à la souveraineté européenne. Et pourtant, je crois profondément au projet européen. Et ce n'est pas par hasard que je suis député au Parlement européen. Je crois que la souveraineté est une affaire de nation. Et qu'en revanche, l'Europe est une affaire de paix, de projet économique. Et sans doute aussi, on l'a bien vu avec ce qui s'est passé avec le contrat des sous-marins, une nécessité de détermination politique collective. On va parler de l'affaire des sous-marins, mais un mot encore sur la droite et l'extrême droite, où il y a un trouble fait qui a surgi. Éric Zemmour, il est en tournée, il occupe les médias, il monte dans les sondages. Est-il plus une menace pour Marine Le Pen ou plus pour les Républicains? Déjà, la réponse est dans votre question. Vous avez dit il est en tournée. Donc nous avions le regretté Johnny Hallyday, nous avons désormais Éric Zemmour, qui est dans une tournée commerciale plus que dans un projet politique. Et donc moi, je refuse de commenter l'éventuelle candidature d'Éric Zemmour parce que lui-même, et il l'a dit d'ailleurs, il a signé son crime, profite de cette ambiguïté pour vendre ses livres. Je crois qu'il va falloir qu'on se mette d'accord, c'est-à-dire que tous ceux qui aspirent à présider la France et pas uniquement à faire parler d'eux, doivent sortir de l'ambiguïté. C'est le minimum quand même que l'on doit aux Français par honnêteté intellectuelle. Et je crois que lui, Éric Zemmour, qui est un polémiste brillant, qui parfois dresse des diagnostics justes, est en train de jouer sur cette ambiguïté de manière un peu malsaine. Mais néanmoins, il y a une partie de votre électorat qui est séduit par ces thèses les plus catastrophistes. Mais on est malheureusement souvent séduit par le verre à moitié vide, parce que nous-mêmes, on vit des problèmes, parce que la France subit une menace terroriste islamiste, subit disons, une défiance sur son mode de vie. Et effectivement, Éric Zemmour pointe des choses assez justes. Mais au fond, il ne fait pas le même métier que nous. Pardon. Il dénonce, il ne propose pas. Il agite les problèmes. Il en vit. Exactement comme le fait, ou le faisait en tout cas beaucoup Marine Le Pen, parce que je pense qu'elle a un peu évolué là-dessus. Et encore plus Jean-Marie Le Pen. Nous, humblement, on tente de chercher à les régler. Ce n'est pas la même fonction, ce n'est pas le même objectif, ce n'est pas la même nature. Et je crois justement qu'Éric Zemmour aura beaucoup de mal à sortir de cette habitude qu'il a à pointer et agiter les problèmes pour sa propre gloire, dont il paraît quand même souvent ivre, pour passer à une autre phase, qui est celle de tenter de les régler, ces problèmes. Vous ne diriez donc pas la France sera une république islamique en 2100 comme il le fait? Non,
mais tout dépend aussi de notre capacité à préserver notre mode de vie et à protéger les Français. Et ça, c'est une vraie question politique et ce n'est pas juste une question de diagnostic. Vous parliez de l'affaire des sous-marins. Joe Biden va parler à Emmanuel Macron dans les jours qui viennent. Est-ce qu'il faut refermer la crise et passer à autre chose? Non, je ne le crois pas. D'abord parce que ce qui s'est passé est un échec commercial pour Naval Group, pour ses 16 000 salariés, pour ses sous-traitants. Il s'agissait quand même d'un contrat de plus de 30 milliards d'euros. Je ne le crois pas non plus parce que c'est un camouflet politique, personnel pour Emmanuel Macron et pour Jean-Yves Le Drian qui ont fait preuve d'une naïveté confondante et qui ont été pris, pardon cette expression, pour des bleus. Et je ne le crois pas non plus parce que c'est un signal d'alarme géopolitique. Ce qui se passe aujourd'hui dans la zone Indo-Pacifique, c'est-à-dire ces tensions, ces intérêts stratégiques, doit être regardé avec la plus grande attention et j'ai l'impression que la France y est assez peu présente et que les Américains ont tout compris. C'est-à-dire qu'ils s'organisent en nation anglo-saxonne avec l'Australie et la Grande-Bretagne. Ils sont en train de résister à la Chine et nous n'avons rien compris de la présidence Joe Biden. Parce que nous avions cru après Donald Trump que l'America is back, comme le disait le slogan de Joe Biden. Mais en réalité, l'America is back home. Ce sont les GI qui sont repartis à la maison et l'America is back, non pas comme gendarme du monde, mais tout simplement pour répondre à ses propres intérêts et à sa propre indépendance. Eh bien, Christophe Barbier, la meilleure réponse de la France, plutôt que l'agitation, plutôt que de dénigrer ses alliés, alors qu'on a été nous-mêmes très naïfs et qu'on devrait s'en vouloir, c'est l'indépendance française, l'indépendance et l'autonomie stratégique de l'Europe. Donc, arrêtons d'agiter à chaque fois les chiffons, mais essayons de prendre... de tirer des leçons du camouflet que nous venons de subir. Et la leçon, c'est de quitter le commandement intégré de l'OTAN, comme l'avait fait De Gaulle en 1966. Pas forcément. Je ne crois pas que nous en soyons là, et je ne crois pas que nous puissions vraiment nous le permettre. Alors c'est peut-être de se rapprocher de la Chine. Il dialoguait bien avec les soviétiques, De Gaulle. Non. C'est pas en se donnant à quelqu'un d'autre qu'on échappe à une première puissance, qui est en plus une puissance alliée. C'est en construisant nous-mêmes notre autonomie stratégique. L'Europe de la défense. Par exemple, l'Europe de la défense, même si je ne crois pas à une armée européenne, mais je crois à une coopération militaire renforcée et à une vraie détermination politique au sommet que je ne vois pas. Parce qu'aujourd'hui, j'entends les jérémiades, mais je n'entends pas les actes concrets qui vont nous permettre d'être autonomes. Geoffroy Didier, merci, bonne journée. Merci Christophe Barbier. Radio J.